Le lobbying européen. Attention, en France, le mot est encore connoté. Donc on va très vite préciser les choses. Il ne s'agit pas de trafic d'influence. Il s'agit de la manière dont la société civile, les lobbies économiques, mais aussi les ONG, les associations, les think tanks, des professeurs et des citoyens comme vous et moi, participent au processus d'élaboration des décisions au sein de l'Union européenne. Donc je voudrais dans un premier temps redéfinir ce qu'est le lobbying, poser les problèmes qu'on se pose très normalement sur la question de la régulation et de l'éthique, et puis peut-être expliquer un petit peu comment on fait du lobbying au niveau européen. Alors le lobbying auprès de l'Union européenne, mais qu'est-ce que c'est? Quelques explications sur un mot qu'on a du mal à acclimater en France, parce que d'abord c'est un mot anglo-saxon qui vient d'une tradition du monde anglo-saxon où il est juste normal, voire légitime et encouragé, en tant que citoyen, ONG, association, partis politiques, syndicats, j'en passe et des meilleurs, d'invectiver, d'aller vers l'élu, le décideur, l'exécutif, pour porter son intérêt, lui expliquer sa position, et puis lui laisser faire son job, autrement dit, arbitrer au nom de l'intérêt général entre les différents intérêts privés qui ont pu être exprimés. En France, on a un vrai problème culturel, même si ça change et que ça évolue ces derniers temps, et j'espère qu'on a pris maintenant on a pris le tournant pour faire évoluer ces choses-là ces derniers mois, hein. Quand je dis que c'est récent, c'est ces derniers mois. Le lobbying est immédiatement connoté, on va l'appréhender comme du trafic d'influence, parce que l'intérêt privé est soupçonnable, donc soupçonné, comme étant potentiellement contradictoire avec l'intérêt général. On a le mythe de Rousseau sur l'intérêt général que détient l'État, comme si ça sortait de nulle part, et ce sont, par définition, les élus et l'exécutif et la haute fonction publique qui doivent déterminer ce qui est bien pour le citoyen. Je ne vous cacherai pas que vu d'avion, autant à Washington qu'en Allemagne, à Londres et à Bruxelles dont on va parler, c'est une vue d'avion qui paraît quand même un peu étrange comme conception à l'heure d'aujourd'hui, où par définition, y compris sur la blogosphère, les gens s'invitent à la table, revendiquent, expliquent, décident que telle décision n'est pas la bonne, font visiter les textes aux décideurs en considérant qu'ils n'ont pas fait leur job, CF, la loi Adopi, CF, les textes sur les OGM, CF, le gaz de schiste, j'en passe et des meilleurs. Donc le lobbying, c'est aller exprimer directement auprès du décideur, quel qu'il soit, son intérêt, de la manière la plus argumentée possible, parce que si on n'est pas crédible, son intérêt ne sera pas pris en compte, et qu'il y a de la concurrence, donc il faut être meilleur que les autres. Et ça suppose deux choses. D'abord, avoir fait une veille, parce que plus on agit en amont, plus on est efficace. Donc il y a tout un travail de veille à faire. Je ne vais pas donner des détails sur les merveilleuses possibilités qui sont offertes par le web, mais à l'heure actuelle, moi, de ma chaise de professeur, je n'ai plus besoin quasiment d'aller à Bruxelles, de lire des journaux ou je ne sais quoi. J'ai absolument, avec la politique d'open data particulièrement sophistiquée et de très belle qualité au niveau de l'Union européenne, allez sur le site Europa, vous verrez de quoi je parle. On a les moyens de savoir, non pas quel est le texte adopté, mais quels seront peut-être les projets de texte en cours, autrement dit, de récupérer au tout début du processus de décision les possibilités. Ça s'appelle les livres verts, ça vous dira peut-être quelque chose. La Commission européenne, parce qu'elle manque de légitimité politique, qu'est-ce qu'elle fait pour asseoir ses positions et prendre des décisions, proposer des textes de la manière la plus solide possible? Eh bien, elle lance des consultations. Et vous avez sur le site Europa des consultations tous azimuts. Ça va être sur le trafic aérien,
ça va être sur Schengen, ça va être sur le TTIP qui est en train d'être négocié au niveau européen, ça va être sur le droit des consommateurs. Tout le monde peut participer, ça ne coûte rien, c'est une enquête, on donne son opinion, on essaie d'argumenter, on envoie des documents. Ensuite, on peut entrer en contact avec les fonctionnaires. Il y a les organigrammes, il y a leur nom, ils sont obligés de répondre. Et quand ils ne répondent pas, au niveau de la hiérarchie, ils sont même sanctionnés. J'aimerais bien qu'on fasse ça en France, je trouve que ça serait une belle idée que d'obliger les hauts fonctionnaires nationaux à rendre des comptes aux citoyens, parce qu'après tout, ils existent grâce à nous. Et puis les députés aussi, politique d'open data, vous cliquez le nom d'un député au hasard, vous avez son CV, ce qu'il fait, les questions qu'il a posées, les rapports auxquels il a participé, les initiatives qu'il a pu porter, à quel groupe, est-ce qu'il appartient au groupe L'Intérêt de l'Afrique, est-ce qu'il s'intéresse à l'Amérique centrale. Vous avez de quoi faire un casting, moi c'est ce que je fais pour travailler, pour faire du lobbying pro bono, puisque j'en fais, ça n'est donc pas en tant qu'académique là que je vous parle, mais en tant que consultante, expert. On identifie si le député a une sensibilité sur votre dossier ou pas, vous prenez contact avec lui, vous demandez des rendez-vous, il vous l'accorde, je vous le promets, il vous l'accorde, et puis vous les influencez. Mais attention, vous ne les influencez pas en les achetant, parce que ça ne marche pas. Je vous rappelle qu'on est dans un trio décisionnel. Donc entre la Commission, le Parlement et le Conseil, les trois se surveillent de près. Autrement dit, les moutons noirs, ils viennent une fois, ils ne viennent pas deux. Je touche là à la question de la régulation du lobbying et à l'éthique. Très rapidement, sans rentrer dans les détails. Il y a à Bruxelles un système très efficace, un registre du lobbying. Le lobbyiste, quel qu'il soit, et même moi en tant qu'académique, s'enregistre auprès du lobby, de la Commission européenne et du Parlement européen, va faire une déclaration d'intérêt sur les sujets, va clairement identifier qui elle est, où elle est, comment la joindre, combien d'argent elle utilise pour faire son lobbying, ou combien de temps, et dans quelle sphère elle est. A-t-elle des liens avec telle fédération, avec telle ONG, avec tel think tank, avec telle association. Autrement dit, tout est dit et mis sur la place publique et n'importe lequel d'entre vous peut aller cliquer sur ce registre et identifier qu'il y a Alstom, qu'il y a le MEDEF, qu'il y a Greenpeace, qu'il y a des think tanks comme le mien, le Centre européen de droit et économie. Les choses sont normales. Il est normal que les intérêts privés aient pignon sur rue et s'expriment. Et il appartient aux fonctionnaires de la Commission européenne, aux députés et aux ministres d'arbitrer ensuite entre les intérêts privés et les intérêts généraux. Le jour où on aura définitivement intégré dans notre processus de décision français le lobbying tel que je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire un lobbying d'experts, un lobbying transparent et un lobbying éthique, on aura fait un grand pas pour notre démocratie en intégrant à la démocratie représentative issue des élections la démocratie participative pratiquée par les anglo-saxons. Ainsi, le lobbying à Bruxelles, autrement dit auprès de l'Union européenne, est non seulement toléré, mais il est encouragé par les institutions européennes qui ont parfaitement compris que c'est le moyen d'intéresser le citoyen, les lobbies économiques, les ONG, l'ensemble des acteurs à la construction juridique, économique et politique de notre système. C'est tout l'intérêt d'une démocratie un peu sophistiquée. La France, je vous l'avais dit, est en retard. Je me réjouis du fait qu'après quelques années de tâtonnement, elle ait très largement comblé son retard, au moins du point de vue réglementaire. Après, il va falloir voir comment ça se traduit au niveau de la culture. Il y a désormais, après le rapport Sirug, paru il y a quelques années, paru il y a quelques mois, il y a désormais, après le rapport Sirug, paru il y a quelques mois, un statut du lobbying, la prise en compte de l'intérêt du lobbying, parce que ça aide les députés à avoir le plus d'éléments experts pour prendre leurs décisions et élaborer les textes et voter les textes. Nous avons une déontologue sur la question de l'éthique qui permet de vérifier le comportement correct des lobbyistes,
mais également le comportement correct de nos élus pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Donc, la marche est à suivre et je crois que nous allons dans le bon sens.